Bonjour, bienvenue au rendez-vous de Cap Amérique. À la une cette semaine, les déboires du meilleur espoir républicain dans la course à la prochaine présidentielle aux États-Unis. Les ennuis et les affaires s'accumulent pour le gouverneur du New Jersey, Chris Christie. À suivre aussi la quête de vérité pour les proches de 2 Français disparus en Bolivie. Beaucoup de questions auxquelles devrait répondre le procès de leur assassin présumé qui doit s'ouvrir cette semaine. Et puis, le Mexique, confronté à l'essor des milices d'autodéfense. Après des années de tolérance, l'État a bien du mal, on le verra, à désarmer les paramilitaires. Un responsable américain soupçonné de favoritisme dans l'attribution d'un marché public. Une dérive devenue presque banale dans la vie politique aux États-Unis, sauf qu'elle concerne Chris Christie, le très charismatique gouverneur du New Jersey, déjà dans la tourmente pour une autre affaire. Et une pierre dans le jardin des opposants à Barack Obama. Et s'ils venaient de perdre leur meilleure chance de voir un républicain succéder à l'actuel locataire de la Maison-Blanche? Explication. Fin octobre 2012, l'ouragan Sandy dévaste tout sur son passage. Le New Jersey décide alors de redorer son image pour attirer des visiteurs. De nombreux clips touristiques comme celui-ci sont alors diffusés, avec dedans le très populaire gouverneur républicain de l'État, Chris Christie et sa famille. Aujourd'hui, une pétition sur Internet exige sa démission et plusieurs élus réclament un audit. Chris Christie est soupçonné d'avoir profité de ces clips alors qu'il était en pleine campagne de réélection. L'administration Christie a choisi l'entreprise qui demandait 4,7 millions de dollars de fonds publics pour des clips télévisés touristiques, soit 2,2 millions de dollars de plus qu'une offre concurrente, dont les concepteurs ne prévoyaient cependant pas de mettre en scène le gouvernement Christie et sa famille. Tout cet argent aurait pu être utilisé pour des victimes de Sandy. Et cette nouvelle affaire tombe très mal pour le républicain. Chris Christie a déjà dû calmer un premier scandale la semaine dernière. Sa chef de cabinet adjointe est accusée d'avoir voulu se venger de l'un de ses opposants en fermant mi-septembre pendant plusieurs jours des voies d'accès à ce pont reliant le New Jersey à New York. Décision qui a provoqué un embouteillage monstre dans la commune du rival, le maire démocrate de Fort Lee. Plusieurs usagers ont porté plainte. Le gouverneur, lui, a présenté publiquement ses excuses. Des erreurs ont été commises et résultat, nous avons écarté les responsables qui n'étaient pas dignes de confiance. Cette administration ne va pas permettre que le travail qui doit être fait pour améliorer la vie des gens dans le New Jersey soit retardé pour quelque raison que ce soit. Mais ce pont, comme l'affaire des clips touristiques, pourrait couler ce républicain modéré présenté comme l'un des candidats potentiels pour la présidentielle de 2016. Ce qui importe en fin de compte est de savoir s'il dit la vérité. S'il ne le fait pas, il ne tiendra pas dans le temps. Et ses aspirations présidentielles vont s'effondrer. Même s'il n'était pas vraiment au courant, cela reste un gros problème pour lui. La question est donc désormais de savoir si Chris Christie a lui-même donné l'ordre de bloquer le pont. En attendant la réponse et les résultats de l'audit sur la campagne touristique, son avenir politique reste en suspens. Milice d'autodéfense contre narcotrafiquants, une scène devenue quotidienne en plusieurs régions du Mexique, celle où prospèrent les cartels de la drogue. C'est le cas dans l'état du Michoacán où les autorités tentent enfin de s'interposer. Mais échaudés par des années de vide sécuritaire, beaucoup d'habitants refusent de rendre les armes. Le récit de Laure Manin et Thomas Waterhouse. La carcasse de ce camion abandonné sur une autoroute du Michoacán témoigne des violences de ce week-end. Des milices d'autodéfense paysanne ont affronté les cartels de narcotrafiquants qui ont développé leur emprise sur la région ces dernières années. Une explosion de violence de trop pour le gouvernement fédéral. Alors ce lundi, le ministre mexicain de l'Intérieur a signé un pacte avec le gouverneur de la région afin qu'autorités fédérales et locales travaillent ensemble à trouver une solution. À partir d'aujourd'hui, nous allons mettre en place une vaste stratégie dans les villes les plus touchées afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs propriétés. Pour combattre également les conditions sociales qui génèrent ces incidents violents. Désormais, des troupes fédérales sillonneront la région de Tierra Caliente, base arrière des Chevaliers Templiers, le nom du plus célèbre cartel de drogue de l'État.
Des narcotrafiquants que les groupes d'autodéfense de paysans affrontent régulièrement depuis un an. Mais ces derniers jours, la violence a atteint des niveaux exceptionnels. Dimanche, une milice paysanne affirme ainsi avoir réussi à reprendre le contrôle de la ville de Nueva Italia, l'un des fiefs des narcotrafiquants, au terme d'un sanglant affrontement avec le cartel qui s'est pour l'instant replié dans les montagnes. Les habitants affirment également avoir encerclé le quartier général des Chevaliers Templiers dans la ville d'Apazingan, leur bastion. Malgré les appels du gouvernement, beaucoup dans les groupes d'autodéfense ne sont pas prêts à rendre les armes. Pour eux, les autorités sont incapables de les défendre, d'autant que le nombre annuel de meurtres a presque doublé dans le Michoacán depuis 2006. Qu'est-il arrivé à Fanny Blanchot et Jérémy Bélanger? Ce couple de jeunes Français est disparu il y a 3 ans et demi en Bolivie. Depuis, leurs proches se battent pour connaître la vérité sur ce qui s'apparente à un double meurtre. Le procès des assassins présumés doit s'ouvrir cette semaine. C'est un deuil qui n'en finit pas. Voilà plus de 3 ans que leur fils et sa compagne sont morts en Bolivie. Le procès n'aurait jamais eu lieu sans leur ténacité. Avec leur avocate, ils ont mené l'enquête sur place pendant 2 ans. On a repris le travail et tout ça, mais notre vie elle est restée suspendue depuis 2010 et on pense qu'à ça, quoi. Leur fils, Jérémy, a disparu avec sa compagne Fanny en août 2010. Le couple passait une année sabbatique en Amérique du Sud. On perd leurs traces alors qu'ils sont hébergés dans une ferme isolée de l'Amazonie bolivienne. La police manque de classer l'affaire à plusieurs reprises et les corps n'ont jamais été retrouvés. Le procès pourrait enfin apporter des réponses. Nous espérons que les accusés qui pour l'instant nient les faits finissent au moins par dire ce qui s'est passé ce jour-là précisément, la raison de leur geste également, et également ce qu'ils ont fait des corps, évidemment. Le principal suspect est le propriétaire de la ferme. Une tentative de viol sur Fanny aurait précédé le double assassinat. Les parents de la jeune femme assisteront eux aussi au procès. Ils s'inquiètent de l'atmosphère très tendue qui règne dans la petite ville de Santa Ana. Nous savons actuellement qu'il y a des pressions énormes, des menaces de mort contre la procureure de la part de certaines familles des accusés. Le procès se tiendra donc sous protection policière et pourrait durer 2 mois. C'est une autre partie qui s'engage en Colombie où l'on tente toujours de sortir par la négociation du conflit qui oppose l'État à la guérilla des FARC. Les discussions sont en cours, elles viennent de reprendre en début de semaine à Cuba. Un réel espoir de mettre un terme à 50 années d'une lutte sanglante, c'est ce qu'estime Régis Ortiz, un ex-membre des FARC. Un récit d'Anna Moreau. Dribblés au bon tempo. Dans les rues de Barranquilla, ces jeunes vivent entre musique et football. Une insouciance menacée par l'influence des FARC sur les quartiers pauvres de Colombie. Ces 15 dernières années, ce sont environ 2500 enfants qui ont été recrutés de gré ou de force. Régis est un ancien membre du groupe rebelle marxiste. Ici, il sensibilise des enfants contre l'engagement dans la guérilla, ce qui n'est pas sans lui rappeler l'expérience douloureuse qui lui a fait tourner le dos à la rébellion. Lors d'un raid aérien contre une base rebelle, un enfant de 12 ans a succombé à ses blessures sous ses yeux. L'enfant est mort dans mes bras. Cette expérience m'a véritablement bouleversé. Dans sa jeunesse, Régis Ortiz était un leader étudiant de gauche que rien ne prédisposait à être recruté par les FARC. Mais les menaces de mort des paramilitaires de droite l'ont contraint à rejoindre la rébellion à l'âge de 30 ans. 5 ans plus tard, l'ex-rebelle travaille pour l'Agence colombienne de réinsertion. Je crois que ce sont des initiatives comme celle-là qu'il faut mettre en place dans de nombreux endroits où les enfants n'ont pas d'autres alternatives. Mais cette initiative n'aura peut-être bientôt plus lieu d'être. Fin 2012, les FARC et le gouvernement colombien ont entamé des pourparlers de paix pour tenter de mettre un point final à un conflit de près de 50 ans. Le processus est long, mais Régis est optimiste pour l'avenir de son pays. Le guérillero de base, lui aussi, veut rentrer à la maison. Chacun le sentait au cours des discussions où on se disait que c'était le moment de signer un accord.
c'est le dossier délicat du trafic de drogue qui est abordé cette semaine. La Colombie est l'un des premiers producteurs au monde de cocaïne avec le Pérou. Alors que les FARC proposent de réguler la production et le marché de la feuille de coca, du pavot et de la marijuana, le président conservateur Juan Manuel Santos, lui, prône plutôt l'éradication de ces cultures. Le gouvernement colombien et la guérilla ont déjà conclu des accords partiels sur le développement rural et la participation des FARC à la vie politique. La rébellion marxiste qui compte encore, selon les autorités, près de 8000 combattants. Et on se quitte avec des images de Détroit, la ville sinistrée de l'automobile américaine, aujourd'hui en faillite. Des friches industrielles qu'un trio d'Américains a entrepris de transformer l'espace de quelques jours en piste de ski jump. Je vous laisse juger par vous-même et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cap Amérique.